nous sommes là avec Africa Jom qui célèbre la conférence, qui fait la conférence sur la CEDEAO. 50 ans après. Périr ou changer? Pourquoi cet extrémisme selon vous? Disons que de mon point de vue, ce n'est pas de l'extrémisme. En fait, la problématique que pose Africa Jom, c'est que lorsque vous suivez l'évolution de la CEDEAO, vous avez ce sentiment de lenteur dans l'évolution de la CEDEAO, dans l'adoption, n'est-ce pas, d'amendements ou de changements qui permettent à la CEDEAO de continuer à aller de l'avant. Donc, pour vous donner un exemple, la première fois que les chefs d'État se sont réunis pour dire qu'il faut amender le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, c'est en 2014. Nous sommes en 2025, aujourd'hui on n'a pas encore touché à une virgule de ce test. Donc, au fond, Africa Jom attire l'attention sur le fait qu'il faut qu'on aille vite pour apporter les changements qu'il faut pour permettre à la CEDEAO de s'adapter aux défis actuels, sinon la CEDEAO va périr. Et pendant le premier panel là, il y a chaque fois qui parlait de l'esprit CEDEAO et la réalité CEDEAO, les 15 et les 12. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Disons que dans un premier temps, aucune organisation régionale n'a les moyens d'empêcher un de ses membres ou quelques-uns de ses membres de décider de quitter. Je crois que l'Union européenne nous a donné il n'y a pas très longtemps l'exemple avec la Grande-Bretagne qui a décidé de partir. Vous n'avez rien que vous puissiez faire parce que ce sont des États souverains. Ceci étant dit, pour moi, il y a quand même deux leçons d'espoir qui découlent de ce fait-là pour moi. La première leçon, c'est que ça a réveillé, je pense, le reste de la CEDEAO aujourd'hui. Je crois que tout le monde est conscient aujourd'hui de ce qu'il vaut mieux que la CEDEAO change un peu. Est-ce que vous voyez? Et donc vous sentez qu'ils seront prêts à faire des efforts, à améliorer le fonctionnement de la CEDEAO, la satisfaction des besoins des citoyens pour que d'autres pays ne suivent pas l'exemple, n'est-ce pas, des pays de l'AES. La deuxième source d'espoir pour moi, le fait de partir ne veut pas dire nécessairement que c'est fini. Si vous regardez à l'échelle de l'Union africaine, par exemple, le Maroc était sorti à un moment, le Maroc est revenu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je pense que ceux qui suivent un peu la CEDEAO savent que la Mauritanie est partie de la CEDEAO, mais aujourd'hui, il semble qu'elle tape encore à la porte pour revenir. Et donc, le fait de partir, pour moi, ne veut pas dire nécessairement que c'est fini. Voilà pourquoi il ne faut pas transformer ça en un conflit entre l'AES et le reste de la CEDEAO. Non, on ne s'est pas entendu à un moment donné, on s'est séparés, mais on continue. Peut-être qu'en cours de chemin, on peut se rendre compte que c'est mieux si on était toujours ensemble. Pour finir, oui. Dans son allocution, le monsieur Alioutine disait pour la mesure des jeunes, des femmes et du secteur privé pour renforcer l'autonomie économique de la CEDEAO. C'est votre avis? Je pense. Vous ne pouvez pas concevoir l'évolution d'une communauté comme celle-là sans tenir compte des catégories, je dirais, démographiques. Et les femmes, dans la plupart des pays, font la majorité. Vous prenez les jeunes, c'est encore plus grave. Ils sont largement majoritaires. Vous avez le secteur privé qu'on a toujours oublié, parce que le secteur privé est toujours resté un peu comme dans l'antichambre de la politique dans nos pays, pour diverses raisons qu'on peut expliquer. Moi, je voudrais ajouter à ces catégories les personnes âgées d'un certain âge, dont la proportion est en train d'augmenter, mais auxquelles personne ne fait attention. Les gens pensent que d'ici à 25-30 ans, ils seront à peu près 10% de la population, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que cette catégorie, il faut commencer à penser à elle. Parce qu'il faut penser à elle dans la manière dont on conçoit nos villes, les politiques qu'on met en place, politiques sanitaires, etc. Il faut penser à cette catégorie également. C'est vrai que vous n'êtes pas jeune, plus tout à fait. Disons que je préfère qu'on m'appelle jeune. Vous avez l'expérience. Vous avez l'expérience à nous partager. Selon vous, quand on va donner la place qu'il faut aux jeunes dans la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement avec cette révolution numérique? Moi, je vais vous dire, d'abord, ils sont les premiers à être au cœur de cette révolution numérique. Ils sont les premiers concernés. Si on n'éveille pas suffisamment tôt leur conscience, ils sont les premières victimes. Et si eux, ils sont victimes, nous, les sociétés, on va payer le prix. Parce que c'est eux qui sont instrumentalisés, c'est eux qui sont influencés, qui sont conduits à poser des actes de nature, à créer l'instabilité, etc. Ils sont également ceux qui sont capables d'utiliser cela. Si vous regardez aujourd'hui, dans cet espace, n'est-ce pas, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ceux qui sont
les créateurs, les inventeurs, c'est la jeunesse. Moi, je ne connais pas des gens de 60 ans qui sont en train de créer dans ce domaine. Donc, ils sont la chance, n'est-ce pas, qu'on puisse utiliser ces outils pour contribuer à notre développement. Ils sont aussi les premières victimes qu'il faut protéger, de mon point de vue. Et donc, je pense que c'est extrêmement important qu'on les prenne au sérieux. Merci. Merci à vous aussi.